Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Francis Bernardaud. Francis Bernardaud est directeur de l'Institut d'astrophysique, donc il faut que je dise des choses correctes, il faut que je fasse attention à mes propos, là, parce que tout peut être retenu contre moi. Mais il est directeur depuis le 1er janvier, donc on a maintenant un petit peu l'habitude de se connaître, et il va vous parler d'une conférence dont le titre qui est un peu modifié, c'est de Planck à Euclide, il vous dira ce que c'est, du contenu à la trame de l'univers. Donc il s'agit de cosmologie. Et effectivement, Francis a effectué sa thèse en 92 à Saclay. J'ai déjà dit d'ailleurs que Saclay, c'est un site, c'est pas très loin d'ici, le centre d'astronomie de Saclay nous a envoyé beaucoup de collègues, et de nombreux directeurs d'ailleurs. On a déjà eu Laurent Vigroux, qui était ici avant Francis. On a beaucoup de liens. Jean Audouze aussi venait de Saclay, si je me souviens bien. Donc sa thèse a été faite en 92, déjà sur les structures de l'univers. Les structures de l'univers ont été découvertes dans les années 80 à peu près, observationnellement. Puis ensuite, il a fallu comprendre d'où ça venait, essayer de mettre tout ça dans une compréhension théorique. Et c'était, entre autres, le sujet de sa thèse. Ensuite, 2 ans à Toronto, en qualité de postdoc, pour revenir et obtenir un poste donc, permanent à Saclay, au département de physique théorique. Et depuis cette époque, depuis donc 1994, eh bien, à Saclay, il a continué ses travaux sur la cosmologie. Il a élargi aux problèmes liés à l'inflation, au l'antigravitationnel, et peut-être j'en oublie encore. Et c'est pour cela qu'il a été très connu de la communauté. Et lorsqu'il a posé sa candidature à l'IAP, eh bien, voilà, le résultat ne s'est pas fait attendre. Francis est là parmi nous. Et je suis ravi de l'entendre parler aujourd'hui de Planck et d'Euclide. Merci Francis. Merci pour cette introduction. Effectivement, je suis nouveau directeur à l'Institut, je suis aussi nouveau membre du coup de l'Institut. Donc je découvre aussi les activités variées de cet institut, y compris donc ces soirées du mardi. J'ai eu l'occasion d'être parmi vous dans le public à plusieurs reprises depuis le début de l'année, et donc c'est un grand plaisir d'être de l'autre côté, de donner cette conférence. Alors j'espère que je n'ai pas été invité que parce que je suis le directeur. Si. Donc je vais vous parler de cosmologie. Donc évoqué tout à l'heure, enfin, juste avant mon parcours, moi je suis un théoricien de formation et de goût, plus qu'un astronome, j'ai envie de dire, enfin en tout cas je le revendique ici. Et donc je vais parler de cosmologie avec l'œil d'un physicien théoricien. Et l'objectif un peu de cette conférence, c'est de vous faire partager cette vision du théoricien qui voit l'univers non seulement comme une grande boîte dans laquelle il y a tout ce qu'on voit quand on lève le nez en l'air, mais aussi l'univers comme objet physique lui-même. Et donc je vais faire une petite promenade dans le siècle, puisque finalement l'univers comme objet physique, on peut dire qu'il est né il y a un tout petit peu moins d'un siècle avec la relativité générale d'Einstein. Donc je vais faire cette petite promenade avec vous, et puis on aura l'occasion donc de parler à la fois du contenu. Donc j'ai un peu expliqué mon titre là, puisque c'est pas très clair. Mon titre, c'est de dire que l'univers, c'est pas simplement une grande boîte donc dans laquelle on a envie de parler du contenu. Donc combien, je ne sais pas moi, la quantité de matière normale, d'électrons, de protons, ou de matière noire ou d'énergie noire. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de ces choses un peu exotiques. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi comment l'univers lui-même fonctionne, c'est-à-dire quels sont les liens entre ces différentes composantes. De la même façon, lorsque vous avez un tissu, une étoffe, il ne suffit pas de regarder la composition pour comprendre quelles vont être les propriétés mécaniques ou thermiques de ce tissu-là. C'est la trame, c'est la manière dont ces fibres vont être agencées qui vont faire les propriétés de l'étoffe, du tissu. Alors en français, trame, ça ne traduit pas forcément bien, en tout cas pour un tissu, c'est quelque chose de très spécifique, la trame. En anglais, il y a le mot fabrique qui donne un meilleur sens à ce que je veux essayer d'exprimer maintenant. C'est vraiment comment s'organisent les choses dans l'univers, et donc l'univers comme objet physique. Alors on parle, une autre manière de dire les choses, c'était le titre original, c'était de parler de grandes structures de l'univers.
mais ça ne traduit pas forcément non plus bien ce que je veux dire. Et donc, voilà, j'essaie de vous faire passer ce message. Et puis, au cours de cette promenade, eh bien, on va parler de deux grands projets qui sont notamment importants pour cette maison, qui est le satellite Planck, dont vous avez sûrement entendu parler, puisque on est en ce moment dans les phases de publication, enfin de publication des résultats de Planck, et notamment, on en entend beaucoup parler, y compris vers le grand public. Et donc Planck qui est, donc ça c'est l'image du haut. Est-ce que j'ai un petit pointeur à ma disposition? J'ai un grand pointeur. On a les moyens. Ça manque de moyens, cet institut. Hein. Donc, c'est l'image du haut. Hein, je vais en parler un peu plus en détail plus avant. Donc, c'est bien l'image du fond diffus à 3 degrés 4, du fond diffus cosmologique, et qui nous dit beaucoup de choses, en particulier sur le contenu. Hein. Ça a été un des grands moments pour vraiment comprendre, enfin spécifier, bien déterminer les paramètres cosmologiques fondamentaux, donc en particulier le contenu de l'univers. Et puis, bien, on n'est pas complètement satisfait, et je vous essaierai de vous montrer pourquoi. Et il y a une nouvelle grande mission qui est en train d'être préparée, notamment dans la maison, qui s'appelle Euclide, qui vise à cartographier les grandes structures de l'univers dans l'univers local. Hein, l'univers local au sens où moi je l'emploie, hein, donc c'est déjà loin. Et donc là, c'est l'image un peu du bas. Donc typiquement, c'est un instrument qui va prendre des photos, des spectres, mais beaucoup de photos pour cartographier les grandes structures de l'univers, avec comme objectif, pas forcément faire un catalogue des objets, mais vraiment d'accéder à la physique hein, de ces grandes structures, donc à cette trame dont je vous parlais. Alors mon voyage, je dis qu'il... formidable. Il y a quand même des moyens dans ce laboratoire. Le début, c'est un petit siècle. Alors, je peux même un peu avant. Hein, on va parler quand même Newton. On pourrait même aller un petit peu avant. Hein, le premier qui est vraiment pensé, enfin, le premier œil, disons, d'un physicien sur le monde extraterrestre, c'est Galilée qui l'a porté pour le premier, regardez dans sa lunette et qui voit la Lune, hein, qui voit les cratères de la Lune et qui d'un seul coup comprend que la Lune, ce n'est pas juste un disque blanc avec quelques taches, enfin quelques zones grisâtres, mais c'est vraiment une boule sphérique avec des montagnes, avec l'ordre de poussière. Enfin, voilà, donc c'est le premier, bah oui, finalement, ces mondes extraterrestres, c'est des mondes qu'on reconnaît, enfin, et du coup, on peut en parler comme un physicien. Alors, ça reste qualitatif, ça devient très quantitatif avec Newton, avec ces formulations de loi d'attraction universelle. Et puis, on peut dire que c'est un peu les débuts de l'emprise des mathématiques. Alors, ça va pas aller en s'améliorant, hein, malheureusement, avec Einstein, évidemment. Mais c'est aussi... donc, j'en parle parce que le monde d'Einstein, au moment où Einstein publie la relativité générale, mais finalement, il est très influencé par Newton. Pour lui, il ne s'agit pas de jeter Newton. Et en particulier, un résultat qui est quand même extraordinaire de la théorie de Newton, c'est que même si vous avez une force uniquement attractive, radiale, hein, finalement, on arrive à créer des structures stables, hein, des orbites. Hein, un système solaire, eh bien, il est essentiellement stable, même si la force est purement attractive. Et ça, évidemment, Einstein n'a pas envie de le jeter, il a envie d'avoir des structures stables. Il a envie de comprendre, de prolonger cette stabilité. On va voir que ça va jouer un rôle. Et donc voilà, 1915, alors je mets 1905-1915, puisque finalement, à partir de 1905, donc après la publication de la relativité restreinte, bien Einstein réfléchit, hein, donc il tâtonne aussi, hein, il a le droit, hein, il tâtonne pour élaborer cette relativité générale. Alors là, voilà la formulation de la relativité générale. C'est la seule équation que je vais montrer. Alors j'ai choisi ça pour faire passer la pilule. Hein. Donc elle était peinte sur une locomotive rouillée quelque part en Amérique du Sud. Je ne sais plus où exactement, c'est dans un désert. Donc je ne sais pas qui a peint ça, mais en tout cas, je crois qu'elle est correcte cette équation. Donc un mot sur cette équation, justement.
Je suis théoricien, il faut quand même que je parle d'une équation. Alors, c'est des objets compliqués. Hein. E égale mc2, on dit l'énergie, la masse. Hein. Mais là, c'est des objets compliqués. Hein. Il y a des indices, il y a des lettres latines, des indices grecs. Donc, qu'est-ce qui. Alors, j'ai quand même à dire un mot. Les indices grecs, là, ça contient à la fois des coordonnées, hein, ça désigne les coordonnées à la fois d'espace et de temps. Hein, donc, on parle d'espace-temps. Alors, quand on parle d'espace-temps, on ne dit pas simplement, j'ai d'un côté l'espace puis de l'autre côté le temps, puis pour faire court, je mets les deux ensemble. Non, non, non. Ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Donc quand on va parler de modèles de cosmologie, donc basés sur la relativité générale, ça veut dire que, quelque part, on parle à la fois de géométrie, au sens euclidien, et de dynamique, hein, puisqu'on va parler de relations dans le temps, d'évolution dans le temps. Donc une équation comme ça, c'est à la fois de la géométrie et à la fois des équations du mouvement, qui sont intégrées dans le même formalisme. C'est ça la force, hein, de la relativité générale d'Einstein. Donc voilà pour nos indices grecs. Hein, donc là, c'est une relation compliquée, puisque chaque indice prend 4 valeurs différentes. Donc en fait, là, c'est 16 équations d'un seul coup. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, cette équation? Elle relie deux aspects. Donc ce qui est à gauche, Einstein aussi, je pense, l'écrivait comme ça. Ce qui est à gauche, hein, c'est la partie géométrique, au sens large de l'espace-temps. Ce qui est à droite, c'est le contenu, justement, c'est la matière. Hein, donc le contenu, il est là, et puis la trame, elle est là, quelque part. Hein, donc ça, ce qu'elle nous dit, c'est que finalement, la trame, la géométrie, hein, est intrinsèquement liée au contenu énergie, impulsion, pour dire un mot savant, mais enfin au contenu en matière, hein, de l'univers. Donc, beaucoup des efforts de cosmologie, c'est finalement de comprendre les implications et les réalisations de cette équation-là appliquée à l'univers. Et c'est aussi, en écrivant ça, pour la première fois, on peut voir l'univers comme un objet physique. On peut parler d'espace-temps appliqué à l'univers dans son ensemble, ce qui n'était pas possible avec Newton, en fait. Dans Newton, l'espace-temps, si on peut en parler, c'est la boîte, c'est tout. C'est là où se meuvent les corps. Avec Einstein, tout devient objet physique, y compris la géométrie dans laquelle ces corps évoluent. Et donc, à partir de 1915, en tout cas conceptuellement, mathématiquement, l'univers devient un objet d'étude. Donc c'est un peu la date de naissance de ce que je peux faire. Voilà, alors ça c'était c'était pour fixer le truc. Alors je vous rassure, je ne vais plus parler d'indice grec. Alors, objet physique, donc Einstein lui-même, ça l'intéresse, on va dire que ça ne l'intéressait pas tant que ça, je n'ai pas l'impression. Et il s'est empressé de trouver une solution qui masquait un petit peu les solutions naturelles, de ces modèles. En particulier, les gens ont vite réalisé que si on essayait de faire de la cosmologie, donc trouver des modèles pour l'univers dans son ensemble à partir de la relativité générale, il perdait une des propriétés qu'on aimait bien chez Newton, à savoir la stabilité. Il n'existait plus de solution stable. C'est quand même embêtant. En 1915 ou en 1920, on ne connaissait pas les galaxies. On avait très très peu, notre vision du monde astrophysique était extrêmement simpliste. Donc ça embarrassait Einstein qui s'est empressé de trouver une parade, une rustine à sa théorie qui s'appelait la constante cosmologique, qui lui permettait en principe de trouver des solutions stables de ces équations. Alors il était un peu vite parce que il y a son acolyte là, Monsieur Lemaître, qui donc lui a travaillé sur ces solutions cosmologiques et qui a en quelque sorte repris Einstein en disant oui, mais avec une constante cosmologique, attention, ça a l'air comme ça donner une solution statique en fait, c'est-à-dire où la taille de l'univers ne bouge plus, mais en fait c'est une solution instable. C'est un peu comme dire j'ai une solution avec un stylo qui tient en équilibre sur sa pointe, mais je sais bien que si je bouge un tout petit peu, ça ne va pas rester comme ça.
Et est-ce que ça va bouger un petit peu? Bah oui, puisque le maître dit dans l'univers il y a des fluctuations, on sait bien, hein, c'est pas homogène, et donc de toute façon c'est pas possible. Cette solution-là, elle est pas réaliste. Et donc voilà, on en était finalement là. Le maître, poursuivant sur ces idées-là, propose une théorie de l'atome primordial. Et puis arrive Hubble, ou le maître, en fait c'est le maître, hein, Hubble, l'histoire a retenu Hubble, qui lui avait mesuré, donc là 1929, on commence à réaliser qu'il y a des galaxies, hein, ça date de 1926 je crois, les premières découvertes de nébuleuses qui sont identifiées comme des objets extragalactiques. Et il trouve cette loi empirique, il dit que plus on regarde un objet loin, plus il s'éloigne de nous. C'est une mesure assez élémentaire de physique par effet Doppler. Et ça colle avec un univers, les solutions de Lemaître et d'autres, hein, de l'univers d'expansion. Donc Hubble 1929, et pourtant ça en reste là. Je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Ça en reste là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'y croit pas, on va dire que la communauté n'est pas prête à accepter, à partir de ce nuage de points, l'idée que eh bien, on est dans un moment particulier de l'histoire de l'univers. C'est un peu trop gros à avaler. On était content de s'être débarrassé de l'idée qu'on n'était pas dans un lieu particulier de l'univers, qu'on n'était pas au centre. Pourquoi diable serions-nous à un moment particulier? Est-ce que ça suffit à nous convaincre quand, par ailleurs, on a découvert les galaxies depuis quelques années, on n'a aucune idée comment marche un soleil, hein, on ne connaît pas à l'époque l'interaction forte, l'interaction faible, les réactions nucléaires. Et donc, à partir de 1930, finalement, c'est cette idée que l'univers est en expansion, il est rangé gentiment dans un tiroir, et plus personne, ou presque, n'en parle, parce qu'on est occupé à autre chose. C'est-à-dire que la communauté scientifique, que ce soit du côté de l'astronomie, l'astrophysique ou de la physique théorique, est occupée à autre chose. Et il y a plein de belles choses à faire, en effet, puisque, on parlait d'Alain Aspect, hein, c'est la mécanique quantique qui commence. C'est une grande aventure aussi, une des plus grandes aventures intellectuelles, à mon avis, du XXe siècle, c'est le développement de la mécanique quantique et de son avatar moderne, qui est la théorie quantique des champs, hein, qui date des années 70, elle. Et donc avec la découverte de la nature de la matière, électrons, protons, neutrons, et puis des choses relativement simples, maintenant, voilà, donc la radioactivité, donc première pile contrôlée en 42. Vous voyez comment on contrôle une pile à l'époque, un costume, hop, une barre de graphite, là je pense que c'est du carbone qu'il a introduit. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une pile au passage, hein, c'était une pile. C'était empilé, hein, c'était des briques qui étaient empilées, donc de l'uranium, j'imagine l'uranium, un carbone, j'imagine, du charbon, je ne sais pas exactement ce que c'est, du graphite, pour retarder les réactions nucléaires. Et puis on espère qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul, hein, à l'époque pas d'ordinateur non plus, pour calculer la limite de criticité. Donc ils ont quand même pris quelques risques, hein, c'est au milieu de la guerre. Donc c'était fait au milieu de Chicago en plus. Donc, et puis aussi des choses plus subtiles, hein, les neutrinos, donc, ce qui nous intéresse maintenant en cosmologie. Donc d'abord comme une idée un peu saugrenue, donc on regarde certaines réactions de radioactivité, on s'aperçoit que quand on fait le bilan, il manque, ça marche pas. Alors deux solutions, soit parce que finalement on n'a pas bien, la conservation de l'énergie n'est pas satisfaite, ou il y a une autre particule, alors l'un ou l'autre, mais c'est toujours le dilemme, est-ce qu'il faut changer les lois ou est-ce qu'il faut changer le contenu? Là, c'était le contenu, des fois c'est les lois. Et donc il a fallu attendre, alors les neutrinos, hein, ça n'interagit pas, ça n'a pas de charge, ça n'a presque pas de masse, c'est pas facile. Il faut en produire beaucoup pour en voir, et donc il a fallu attendre les premières piles, les premiers réacteurs nucléaires pour en voir à distance, et ça date de 1956, ce télégramme qui annonce à Wolfgang Pauli la découverte du neutrino par détection, pas simplement de manière indirecte, mais par détection directe. Donc c'est la première découverte de matière noire. Ça, c'est de la matière noire. C'est au sens où on le donne en cosmologie, c'est-à-dire c'est une matière qui serait qui n'a pas d'interaction avec le champ électromagnétique.
Mais pas en quantité suffisante pour nos problèmes de cosmologie, malheureusement, j'y reviendrai. Tout ça nous conduit finalement, cette construction, eh bien, on arrive à comprendre, comme je disais, les objets élémentaires de l'univers, le Soleil et les étoiles, on comprend leur mécanisme, et puis dans la foulée, on en fait des diagrammes, et on comprend finalement la population stellaire, les briques élémentaires de ce qu'on voit dans le ciel. Donc c'est quand même une belle construction, je ne vais pas dire qu'elle est finie, mais enfin, au moins la plupart des grandes séquences sont comprises, donc bien ce qu'on appelle la séquence principale, enfin, donc les étoiles solaires, comment elles évoluent au cours de leur histoire, et ainsi de suite, selon leur masse. Hein. Ce n'est pas le but de mon exposé, donc je reviens à mon univers. Donc c'est une grande parenthèse qui se referme. Alors, quand est-ce qu'on retrouve l'univers comme objet physique? Eh bien, il y a un petit balbutiement au milieu des années 40, 48, donc il y a quelques théoriciens qui ressortent du tiroir, hein, le modèle d'expansion, qui disent, bon, bah, maintenant, si c'est en expansion, qu'est-ce qui se passerait? On a appris des choses en physique nucléaire, essayons de voir le truc, et ils se disent, bah, il doit y avoir un fond diffus cosmologique. Bon, très bien, on l'a vu, non. On l'attend presque 20 ans quand même, 65. Et puis il y a deux ingénieurs de chez Bell qui font des grandes antennes comme ça et qui voient un bruit parasite. Alors eux, ils ne savent pas que c'est le fond diffus cosmologique, mais enfin vous savez, c'est toute cette histoire-là. Mais très vite, on fait le lien. Et donc c'est la nouvelle naissance de cette cosmologie. Hein, quand je dis nouvelle naissance, là je voulais un peu de sociologie, c'est le taux de citation de l'article de Hubble 1929, que j'ai fait tout à l'heure. Donc voilà, 3-4 citations au moment où il est publié. Un petit paquet de citations, donc c'est 48 là, c'est ces calculs là. Donc il y a eu à cette époque-là une demi-douzaine de papiers. Et puis 65. Donc si M. Hubble avait demandé des subventions pendant toute cette période-là, il n'aurait absolument rien eu. Puisque son idée est restée dans le tiroir pendant 30 ans. Ah, c'est long, hein, plus de 30 ans quand même. Donc c'est vraiment le renouveau. Et après, ce qui se passe, c'est que toute la communauté adopte, enfin pas tout à fait, mais disons la grande majorité, il y a quand même des effets de mode quelque part, donc adopte cette vision des choses et puis repense tout, ben voilà, maintenant l'univers est en expansion, donc l'univers a une histoire, et donc on va pouvoir en parler, on va pouvoir faire cette histoire. Alors, premier élément que je voulais donner pour remettre un peu en perspective ce fond diffus cosmologique découvert par Penzias et Wilson, pour un peu donner l'ampleur un peu de cette découverte. Le fond diffus cosmologique, là, c'est un diagramme un petit peu compliqué, mais donc ça, ce sont les longueurs d'onde. C'est la quantité de rayonnement par longueur d'onde si on regarde dans toutes les directions à la fois du ciel. Hein. Donc c'est tout le rayonnement qui nous parvient sur Terre, si vous voulez, d'origine astronomique. Et donc ça, c'est la longueur d'onde. Donc là, on est dans le domaine radio. Donc là, on est au millimètre. Hein, le millimètre, c'est un peu la transition. C'est justement la longueur d'onde du fond diffus cosmologique. Hein, c'est un peu la radio. C'est presque... quand on va détecter un rayonnement du fond diffus cosmologique, on peut le voir comme de la radio ou comme des photons, comme de la lumière. Et les deux détecteurs, les deux technologies existent ou coexistent. Les premières détections étaient par amplificateur, donc radio, et puis par exemple Planck, c'était par un bolomètre, c'est-à-dire par détection de photons. Donc on est à la limite, donc là c'est de la radio, puis là c'est des photons, donc de la lumière infrarouge, puis visible, puis UV, puis rayon X, puis gamma, donc on monte en énergie. Donc tout ce qu'on voit là, c'est ce qui est produit par ce qu'on voit dans le ciel, enfin la lumière visible de manière évidente, mais disons les étoiles des galaxies, ça va produire ces choses-là. Là, ce sont plutôt les amas de galaxies, le gaz chaud des amas de galaxies. Et puis après, c'est des phénomènes d'astrophysique violents qui produisent les rayons gamma. Mais on va dire que c'est des objets individuels dans l'univers. Ça, par contre, et puis ça, ce pic là-haut, c'est ce qu'ils ont découvert. Et ce pic là-haut, il nous dit que finalement, l'essentiel en termes de particules, l'essentiel des particules de l'univers, c'est des photons à 3 degrés. Donc c'est des photons micro-ondes. Et ça, on ne peut pas le comprendre
si on n'est pas dans un univers en expansion, si on ne pense pas histoire thermique de l'univers. Et c'est pour ça que la communauté bascule. C'est-à-dire que là, on a un truc qui vraiment, c'est pas un point de détail, c'est pas comme le nuage de points de Hubble. C'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas expliquer si on ne passe pas par cette approche d'univers en expansion. Alors en 65, c'était peut-être un peu léger pour dire c'est ça le bon modèle, mais au cours des années, et vous allez voir, c'est devenu évident. C'est devenu évident, alors c'est en particulier, donc ça c'est un cerf, c'est pour vous montrer la forme du spectre par rapport à un spectre. Par rapport à un spectre de corps noir, donc c'est ce qu'on attend, si c'est un corps noir, c'est une ligne horizontale, et en fait c'est effectivement une ligne horizontale, après coup, hein, on le voit, mais une ligne horizontale, et c'est-à-dire que c'est un corps noir. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un corps noir? Ça veut dire qu'on est passé par un processus d'équilibre thermodynamique extrêmement bon. C'est-à-dire que c'est pas, et donc c'est pas un des processus hors d'équilibre, comme les processus qui sont là. On pourrait imaginer de la diffusion sur de la poussière, un processus de ce type-là, mais qui ne produirait jamais un corps noir d'aussi grande précision. Donc je disais finalement, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Mais on fait une histoire. Et donc, voilà, un physicien nucléaire et ainsi de suite se lance dans cette aventure dans les années 70 et écrivent l'histoire thermique de l'univers. Hein, c'est les 3 premières minutes de l'univers, c'est en particulier des moments importants, la nucléosynthèse primordiale qu'on comprend, hein, donc on comprend l'origine en tout cas certains noyaux, le phénomène de recombinaison, donc la physique du fond des fils cosmologiques, et puis les premières idées sur les grandes structures de l'univers. Alors à la fin des années 70, c'est encore très flou, hein, on ne sait pas si c'est les grandes qui se forment avant et les grands morceaux qui se découpent, qui se séparent en morceaux, enfin, les grands bouts qui se séparent en morceaux, ou les petits bouts qui s'assemblent pour former des grandes structures. Donc tout ça, ce n'est pas encore très clair. On n'est pas encore bien sûr quel est le moteur. Hein. Et donc c'est la grande aventure des années 80, à 2 niveaux, d'un point de vue observationnel, d'un point de vue simulation numérique, d'un point de vue théorique aussi. C'est vraiment pour le début de l'étude des grandes structures de l'univers, de l'étude des grandes structures comme objet physique. Donc qu'est-ce que c'est les grandes structures de l'univers? Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on prend un télescope. Alors si vous avez un appareil photo là, de 340 mégapixels, un objectif de 3,60 m de diamètre, et que vous êtes capable de poser avec ça pendant 10 minutes sans bouger, du moins en suivant le mouvement céleste, et bien vous avez ça. Donc ça, c'était pris au CFH, donc au télescope Canada-France-Hawaï, une des premières caméras CCD qui ont été installées sur ce site. Et donc voilà ce qu'on voit, et en plus il faut regarder là où il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas se mettre dans la direction d'une étoile, sinon vous saturez votre CTCD bien sûr. Donc vous prenez un coin de ciel le plus noir possible à l'œil, ou même avec un petit télescope, et vous allez voir, vous regardez ce qu'il y a, et vous êtes sûr de tomber sur des mondes et des mondes, donc des galaxies. Alors il y a quelques étoiles quand même, vous voyez les étoiles c'est ce qui sature, là, donc ce pas des étoiles qui ne sont pas évidemment pas visibles à l'œil nu, hein, c'est des petites étoiles de notre galaxie, donc ça c'est encore dans notre galaxie. Là vous avez des grosses galaxies proches, et puis la plupart de ces taches, hein, ce sont des galaxies lointaines, plus ou moins lointaines. Et donc le jeu c'est de... Alors il y a une information qui manque, hein, c'est la distance, donc ça c'est fait par spectre. Hein, donc on identifie des raies spectrales dans les spectres de ces objets pour reconstituer l'univers tridimensionnel. Et ça, les premiers grands relevés ont été faits donc dans les années 80. Donc au passage, moi je suis théoricien, je le dis depuis le début, mais je suis quand même allé au CFH. J'ai quand même fait 2 nuits d'observation avec un de mes collègues de l'IAP d'ailleurs. Et c'est quand même impressionnant. Alors on n'est pas derrière l'objectif bien sûr, hein. On est derrière un ordinateur. On attend 10 minutes et puis on a son image. Alors c'est pas en couleur comme ça, c'est en noir et blanc, hein, mais, parce que c'est une bande. Mais on voit des galaxies qui en interaction. Hein. C'est pas, croyez pas que c'est la meilleure image. Hein. C'est standard. Et avec ça, donc une fois qu'on a fait des relevés, eh on essaie de les mettre en 3 dimensions. Donc
comme on mentionnait tout à l'heure, eh bien, ça date des années 80. Donc le premier grand relevé, milieu des années 80. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est quelques centaines de galaxies. C'est donc collaboration du CFH. Et qu'est-ce qu'on voit? Grande surprise, en fait. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas comme si on avait jeté des points au hasard. On dirait une distribution poissonnienne, pour être précis d'un point de vue mathématique. Non, il y a des filaments, il y a des murs, il se passe quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui est l'objet de la physique qui m'intéresse, qui est intéressant d'astrophysicien. C'est ce quelque chose-là, c'est-à-dire le fait que ces galaxies ne soient pas distribuées au hasard, qui nous dit sur le moteur qui structure l'univers aux plus grandes échelles. Donc c'est ça l'objet d'étude. C'est ces fils, cette trame qui se construit là. Et comment elle se construit? Eh bien, dans les années 80, on n'était pas très sûr. C'est devenu assez clair au fil des observations et des simulations numériques. Alors, au fil des observations, le petit bonhomme, je ne sais plus où il est, je crois qu'il est là. Enfin, ça, c'est un truc beaucoup plus grand. Donc là, encore une fois, c'est le redshift. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est une tranche. En fait, dans le ciel, c'est une tranche angulaire. Le long de l'axe radial, c'est la distance. Donc c'est le redshift, c'est le décalage vers le rouge ou la distance. Et donc là, on a des objets très lointains. Donc un redshift de 0,2, enfin bon. Et là donc on est au milieu. Et on retrouve ces structures, ces grandes bulles. Et je dis que c'était une surprise parce que, quelque part, on s'attend à retrouver finalement le modèle d'Einstein, enfin, c'est-à-dire un univers homogène en expansion. Homogène, il faut le dire vite, dans ces grands relevés. Donc il y a eu toute une discussion, est-ce qu'on tend bien vers l'homogénéité, quel sens donner à ce concept-là. Donc il y a beaucoup de travaux finalement de statistiques, d'approche statistique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour comprendre les outils statistiques qu'il faut employer pour ce type d'observations qui sont assez uniques en fait en physique. Avant même de parler de dynamique et voilà. Alors c'est aussi, je disais parler de simulation numérique, donc ça c'est pas une observation, tout à l'heure c'était une observation, là c'est une simulation récente, faite par le groupe de Meudon. J'aurais pu prendre dans la maison. Et donc on voit ces filaments, on voit cette structuration, et une des questions qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'on apprend en regardant donc cette structuration. Alors, j'en arrive à Planck, puisque à la fin des années 80, c'est bien gentil, on commençait à comprendre comment ça marchait. On se dit, ouais, la gravité, c'est quand même le moteur de ces instabilités, mais alors, on ne sait toujours pas bien quels sont les paramètres cosmologiques, c'est-à-dire on ne sait toujours pas bien combien il y a de matière dans l'univers, on ne sait pas bien si l'univers est ouvert, fermé, c'est-à-dire quelle est sa géométrie. On parlait d'univers ouvert. Est-ce qu'il y a de la matière noire? Alors, ça arrangeait les gens d'un côté. D'un côté, bon, quand même, c'est embêtant. Les astrophysiciens aussi, ils trouvent ça embêtant de devoir rajouter de la matière noire. Et donc, c'était le début d'une grande aventure dans cette aventure plus grande, qui est donc celle du fond diffus cosmologique et qui a culminé en ce moment avec le satellite Planck, les résultats du satellite Planck. Alors, pourquoi le fond diffus cosmologique? Un petit peu de physique pour ce fond diffus. Alors, donc, ça date de première détection 65. Alors 65, qu'est-ce qu'on voit? Seulement, il voit ça, c'est-à-dire qu'il voit de la lumière qui arrive de manière uniforme de toutes les régions du ciel. Donc il n'y a pas de source associée à ce fond diffus cosmologique. Et ça ressemble à un corps noir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous... Je ne sais pas, c'est pas facile de donner une image de ce que c'est qu'un corps noir. Mais voilà, si vous faites la cuisine, vous utilisez votre four, faites un rôti, vous attendez un petit peu, que ça descende en température, vous ouvrez la porte, et si vous vous approchez du four, vous sentez la chaleur. Mais il n'y a pas de source, c'est l'ensemble du four, des parois, qui émettent du rayonnement qui va être relativement proche d'un corps noir, et ce rayonnement, il est partout. Il vient de toutes les directions à la fois. Et en fait, ce que Penzias et Lewison trouvent, c'est que, eh bien, justement, quand ils mettent leur détecteur en l'air, là, ils ne mettent pas la tête dans le four, mais presque, eh bien, ils voient ce rayonnement. Alors, il est à température beaucoup plus basse, à 3K, donc
à moins 267 degrés Celsius. Mais il vient de partout à la fois. Il n'y a pas de source individuelle. Mais ça, c'est l'observation. Maintenant, après, le physicien, il dit, oui, mais quand même, ces photons, ils viennent de quelque part. Alors qu'on va remonter. On va remonter dans le temps pour voir d'où ils viennent. Mais quand vous avez des photons, à un moment, ils ont dû interagir avec de la matière. Donc, il faut trouver le moment où ils interagissent avec la matière. Si vous posez la question de quel est le dernier moment où ces photons interagissent avec la matière, vous allez trouver ce qui s'appelle la surface de dernière diffusion. Essentiellement, la surface d'un objet. Si vous regardez, je ne vous conseille pas, vous regardez le Soleil, eh bien, sa surface, évidemment, ce n'est pas un solide. Mais la surface apparente, c'est ce qui s'appelle la surface de dernière diffusion. C'est-à-dire là d'où semble émerger le photon parce qu'il a interagi pour la dernière fois avec un électron. Donc là, c'est pareil, on a envie d'aller voir cette surface de dernière diffusion. On a envie d'aller voir la surface, donc le moment où ces photons ont été émis. Alors pourquoi on a envie d'aller voir cette surface? Alors ces résumés-là, c'est d'exprimer, alors essentiellement il n'y a rien, alors j'ai un transparent peut-être un petit peu plus, voilà. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'une surface de dernière diffusion? Donc on est au milieu et on va voir dans toutes les directions. Donc il y a un moment où on rencontre cette surface de dernière diffusion, elle est à la fois loin et dans le passé à cause de la vitesse finie de la lumière. Et donc comme la surface du Soleil, mais sauf qu'elle est dans toutes les directions, elle est partout. Mais c'est comme pour le Soleil, on s'attend à avoir des fluctuations dans cette température. Pourquoi? Parce que localement, il peut y avoir des fluctuations de température du plasma qui est à l'origine de ce rayonnement. Ce plasma peut être en mouvement, donc c'est un effet Doppler. Et le dernier effet, c'est un effet relativiste, donc il y a un effet de potentiel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est M. Einstein qui nous dit qu'on peut à la limite pas séparer les deux effets. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est une belle mesure? Parce qu'en fait, on s'attend, alors ça c'est les calculs de théorie des années 80 et 90 qui disent, on s'attend à des fluctuations de l'ordre de 10-5, c'est de l'ordre de 1 sur 100 millième. Donc on est dans un régime qui est très sympathique pour le physicien théoricien, c'est-à-dire qu'on a une petite quantité. Donc ces fluctuations métriques de vitesse, tout ce que vous voulez, sont petites et donc on a tout un arsenal théorique qui permet d'explorer cette physique, qui permet de comprendre très précisément cette physique. Donc, je vous remonte la carte et je vais essayer de vous dire un peu plus pourquoi cette physique elle est essentielle pour nous. Alors, je vais faire une analogie. Alors, les analogies sont toujours... on les trouve sympathiques quand on les présente et puis on n'est pas sûr que le public comprenne vraiment là où ça s'arrête, parce que c'est évidemment qu'une analogie. Alors, essayez de vous faire comprendre justement pourquoi on apprend des choses en regardant ces fluctuations de température. Alors, donc l'analogie, c'est un instrument de musique à cordes, harpe par exemple. Pourquoi je présente ça? Je dis simplement, ce qu'on va observer, donc ces fluctuations, ça correspond à la manière dont le plasma répond à une perturbation. Qu'est-ce qui fait que cette harpe va faire de la musique? Le musicien va gratter la corde, il va la mettre en mouvement, il va la faire vibrer. Et la manière dont cette vibration va se propager dans la corde et dans l'instrument, dépend de la structure de l'instrument. C'est ce qui va définir le timbre. Donc ça, c'est la mécanique. Si les cordes sont bien tendues, de quoi elles sont faites les cordes, ça va nous informer sur l'instrument lui-même. Donc ça va nous dire un peu, si l'oreille est très fine, comment est fait cet instrument. Vous savez reconnaître une harpe d'un violon. Donc là, en écoutant, donc en mesurant ces fluctuations de température, on va accéder à une information sur l'objet lui-même, donc le plasma à cette époque-là. Le plasma à cette époque-là, ce n'est pas un objet exotique, c'est un objet à quelques dizaines de milliers de degrés, c'est justement comme la surface du Soleil, ou même ça existe dans les laboratoires, on ne parle pas d'un objet très exotique, on sait parfaitement décrire la physique de cet objet-là. Donc on sait parfaitement décrire la physique d'une harpe. C'est de la mécanique relativement simple.
J'ai un fluide, je fais des vagues dedans. Là où ça devient intéressant aussi, c'est que on n'a pas simplement une information sur la harpe, mais on a aussi un peu d'information sur le joueur, c'est-à-dire sur la manière dont la harpe est excitée, dont le joueur touche les cordes. Alors, je continue mon analogie en montrant maintenant l'objet vraiment physique. C'est-à-dire que je vous ai montré une carte, mais la carte c'est un peu pour faire joli. C'est pour les communiqués de presse, mais les physiciens, ils s'en moquent un peu de la carte. Pas qu'ils s'en moquent, ils prennent le temps de la faire. Mais l'information vraiment pertinente pour le physicien, c'est comme pour l'instrument, hein, c'est de regarder la décomposition en fréquence, c'est-à-dire qu'ici, ça va être une décomposition des multipolaires, donc c'est regarder la fréquence de ces oscillations, de ces fluctuations de température. Donc la fréquence angulaire, puisque c'est une carte. Et donc vous voyez que ça oscille, ça ressemble un peu à des vibrations. Effectivement, ce sont des vibrations, ce sont des oscillations qui se développent dans le plasma. Donc j'ai dit, il y a une perturbation qui a été mise avant, et puis le plasma se met à osciller, et on les voit. On voit vraiment ces oscillations. Alors, elles ne sont pas régulières tout à fait, il y a des modes impairs, pairs, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et ça, on le comprend parfaitement dans la physique de ce plasma relativement simple. J'insiste sur le fait qu'il est simple, même si les outils pour le décrire font appel à des choses un peu élaborées, mais il n'y a pas de choses très exotiques dedans. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, voilà, vous prenez un plasma, c'est du gaz, du gaz ionisé. Vous mettez des perturbations de densité, il va avoir tendance à s'effondrer dans les trous. Donc prendre la vitesse, donc on a ces effets Doppler qui créent ces fluctuations de température. Je disais qu'il y a des effets de vitesse qui sont visibles. Et puis une fois qu'il s'est bien effondré, il y a un rebond qui est lié à la pression. Et puis le plasma s'étend, et puis sous l'effet de la gravité se recontracte, et vous avez ces oscillations qui se développent. Avec Planck, on en a 7 à peu près. Donc on voit ce système de respiration du plasma. Et pourquoi on a plein d'informations en regardant ça? Parce que qu'est-ce qui fait que le plasma se contracte? C'est la gravité. C'est l'instabilité gravitationnelle. C'est le plasma, il entraîne de la matière en l'occurrence. C'est beaucoup de photons et un peu d'électrons et protons. Donc il est massif, donc il a tendance à s'effondrer. Qu'est-ce qui limite cet effondrement? C'est l'inertie aussi. Donc la masse, donc il y a une force qui entraîne le plasma, il y a l'inertie qui est liée à la masse qui est entraînée. Et puis le rebond, c'est les forces de pression, c'est lié spécifiquement aux photons qui sont dedans, qui sont entraînés avec les électrons, que les photons entraînent, qui sont ensemble, qui sont couplés. Alors donc, du coup, selon la composition, donc selon qu'il y aura beaucoup ou pas de matière noire, le rebond n'est pas le même. Donc on a une information sur finalement le contenu. Qu'est-ce qui participe à ce mouvement et comment? Qui est couplé avec quoi dans les espèces? Donc on a cette information-là et on l'a de manière très précise sur différentes observables, je ne vais pas y revenir. Et donc on a une mesure assez redondante de ce contenu. Et voilà le camembert. Donc première partie finalement de ce que je vous disais. Voilà le contenu. Voilà le contenu à cette époque-là, donc à z égale 1000. Vous savez, quand l'univers avait 380 000 ans. Donc globalement, on dit toujours, on ne comprend rien au contenu de l'univers, quand même. Donc voilà le camembert qui explique cette série d'observations. Alors il nous faut de la lumière, évidemment, des photons, donc une composante de radiation. Ça, on les a vus dans l'univers local, ces fameux 3K, donc OK. Il nous faut la matière ordinaire des atomes, donc des noyaux d'hydrogène et d'hélium. Ça, on les voit. On les voit. Donc la quantité qu'il nous faut est en accord avec le nucléosynthèse primordiale, est en accord avec ce qu'on voit dans les spectres d'objets lointains. Donc OK, pas de souci. Il nous faut de la matière noire légère, relativiste, et là encore, en quantité ces observations nous disent en quelle quantité. Il
faut 3 familles, enfin l'équivalent de 3 familles, et là, pile, on les connaît, hein, on les a, ces 3 familles. Donc toute cette partie du camembert, en quelque sorte, astrophysiciens et physiciens des particules se parlent. Hein. Ils sont d'accord les uns avec les autres, il n'y a pas de tension, il reste le morceau qui est là. Le morceau qui est là, c'est une composante de matière noire dite froide, donc à l'époque non relativiste, c'est-à-dire qui a des mouvements non relativistes, qui ne se propagent pas aussi vite que la radiation, qui ne participent pas aux forces de pression. Et ça, là, on n'a pas la contrepartie. Bon, voilà, on n'a pas la contrepartie. Mais les physiciens des particules n'ont aucun moyen de savoir si leur bilan en termes de particules est complet. D'ailleurs, on sait qu'il n'est pas complet. Donc, c'est un problème. On aura envie que les pièces du puzzle s'emboîtent bien. Donc, ça ne s'emboîte pas bien vis-à-vis de la physique des hautes énergies. D'un autre côté, une fois qu'on a dit qu'il y avait de la matière noire, il n'y a pas de tension, ou il n'y a pas de problème, en tout cas pour ces observations-là de cosmologie. Alors, est-ce qu'on a... je n'ai pas parlé d'énergie noire, et pourtant, vous savez bien, je suis sûr que vous savez. Qu'est-ce qui se passe après? Après, c'est 380 000 ans. Alors là, on bénéficie d'un effet qui est un effet physique un peu subtil, mais qui est extrêmement puissant, qui est l'effet de l'étlantie gravitationnelle. Donc là, c'est une illustration sur cette façade. Hein. Donc là, si vous regardez cette façade, vous devinez qu'il y a quelque chose entre vous et le bâtiment. Vous devinez qu'il y a quelque chose qui déforme. Et si vous savez comment cette déformation a lieu, vous pouvez même, donc quelle est la lentille qui est là, la lentille n'est pas très jolie, mais enfin, quelle est la lentille, vous pouvez dire même quelle est la taille du banc optique. Vous avez une information non seulement sur la lentille, mais sur la géométrie globale de cet effet-là. Et donc cette détection des effets de lentille gravitationnelle, donc induite par les grandes structures de l'univers, a été détectée avec les cartes de Planck, et ça donne une information sur le banc optique. Ça nous dit non seulement, donc ça nous dit vraiment à quelle distance elle est cette surface de diffusion, au sens géométrique du terme, hein, donc c'est une information complémentaire, et donc on en arrive à pouvoir répondre au moins partiellement à la question de quoi est fait l'univers maintenant. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'univers pour avoir cette géométrie? Hein, je vous ai dit avec Einstein, la géométrie et la dynamique, c'est pareil, c'est lié. Et donc, ça nous dit quelque chose. Hein, je fais les allers-retours dans mes T mu et dr mu. Là, ça me dit quelque chose aussi sur le contenu en énergie nécessaire pour expliquer ces effets-là. Donc ça, c'est du point de vue du CMB. Il y a d'autres détections par d'autres méthodes, par les supernovas, mais du point de vue de Planck, puisque c'est le sujet de mon exposé, eh bien, il nous faut de l'énergie noire. Il nous faut quelque chose qui joue le rôle de l'énergie noire, c'est-à-dire quelque chose qui explique que l'univers est en expansion accélérée maintenant. Alors, ça fait un petit film là. Donc, alors je vais le refaire parce que je n'ai pas eu le temps de décrire. Donc, ça passe de z égale 1000, donc du moment de la phase de diffusion à maintenant. Ops. Alors, donc, regardez la taille des camemberts là. Donc, ces parties-là qui... Alors, enfin, vous allez voir. La partie verte qui domine à z égale 1000, vous allez voir, avoir un comportement... Voilà, elle domine. On est dominé par la matière, et puis d'un seul coup, le camembert, il s'ouvre, et il n'a pas fini, il va continuer de tourner là. Hein, et c'est l'énergie noire qui prend maintenant le relais, qui devient l'énergie dominante. Et honnêtement, j'ai envie de dire, je prends ma casquette de théoricien, c'est incompréhensible. Non pas qu'on ne puisse pas le mettre en équation, c'est-à-dire qu'on prend les équations d'Einstein, on se demande est-ce que c'est possible? Oui, bon, c'est possible. Mais quand même, ça veut dire que l'univers est en expansion accélérée, ça veut dire que si on prend un grand morceau d'univers, hein, assez loin, une grande sphère, on garde donc une espèce de matériel, on pense, hein, matérialise, on va par la pensée, le bord de cette sphère, la coquille hein, qui prend cette sphère, on se pose la question, est-ce que cette coquille, comment se comporte l'expansion de cette coquille? Donc ce qu'on disait Boyle depuis 1929, il dit cette coquille est en expansion. Mais si on est dans un univers, si on pense Newton, on s'attend à ce que cette expansion ralentisse parce que eh bien, toute la matière, disons, il y a des forces de gravité qui font que le bord a tendance à attirer par le centre, enfin, de voir les choses. Et donc on s'attend à ce que cette coquille ralentisse. Donc on parlait de paramètres de décélération.
Mais, surprise, en fait, dans l'univers récent, le bord de cette coquille a une expansion accélérée. Donc, tout se passe comme s'il y avait quelqu'un qui était encore en train de souffler dans le ballon, là, pour que cette coquille soit en expansion accélérée. Et c'est incompréhensible, parce que c'est un état de la matière pour arriver à ça, hein, c'est une pression négative. Alors pensez, hein, vous savez ce que c'est qu'un gaz, hein, ce qui fait la pression d'un gaz, c'est les collisions sur les parois. Donc ça fait une pression positive, ça tape. Là, on veut un fluide qui a une pression négative. Donc, quand il tape, je ne sais pas, il tire la paroi. Donc, alors, c'est incompréhensible hein, avec les mains, comme ça n'empêche que ça existe. C'est-à-dire que ça existe. Ça existe dans les équations. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des configurations de champs, pour parler un autre langage, dans lesquelles c'est vrai. C'est quand même inconfortable. Hein. Donc c'est quand même une des questions. Alors c'est là, et là on est en train de parler vraiment de la trame de l'univers, dans le sens où c'est peut-être un voile qui se lève sur des propriétés physiques absolument nouvelles. On ne sait pas si on est en train de parler d'une nouvelle composante de la matière, donc on parle d'énergie noire, d'un nouveau champ, nouveau fluide, ou vraiment on est en train de parler d'une modification de la gravité. On n'a peut-être pas compris vraiment qu'est-ce que c'est que la gravité aux échelles cosmologiques, ou on n'a peut-être pas compris qu'est-ce que c'est qu'une théorie quantique des champs, ou on n'a peut-être pas compris vraiment qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps. Et c'est tout l'enjeu maintenant d'une grande communauté qui contient les astrophysiciens, mais pas seulement. Une grande partie des physiciens théoriciens, des théories des cordes par exemple, sont interpellés par ces résultats d'univers accéléré, qui essaient de comprendre comment, dans tel ou tel schéma théorique, on peut rendre compte de ça, de manière aussi naturelle que possible, tant qu'à faire. Donc un des objectifs de cette mission Euclide, c'est justement d'essayer de comprendre un peu plus cette physique, de comprendre un peu plus comment cette accélération a lieu. Donc je vous ai dit, vous avez vu le camembert, hein. C'est vraiment qu'à la fin qu'il y a plein de bleu. Hein. Donc c'est dans l'univers récent que ça a lieu, redshift inférieur à 1. Donc ce n'est pas accessible à Planck. Hein. Planck ne dit rien sur l'énergie noire. Il dit de manière très indirecte, mais il ne dit pas le fonctionnement de cette instabilité gravitationnelle maintenant. Donc il faut aller chercher un autre satellite, par exemple, donc Euclide vise à regarder, alors ça c'était Planck, eh bien on veut faire la même chose dans l'univers local, mais on va rajouter une information supplémentaire qui est l'évolution en temps, donc comment ces courbes se déforment au cours du temps, donc d'accéder à une information un peu plus riche, et en particulier la manière dont ces courbes se déforment, donc la manière dont les instabilités gravitationnelles se développent, doivent nous dire quelque chose sur cette nouvelle composante, si elle existe, ou si elle a des propriétés non triviales, donc apporter des informations un peu plus fines sur cette nouvelle composante. Alors, cela dit, c'est pas aussi simple. Oui, j'insistais tout à l'heure, mais je n'ai pas beaucoup parlé après, sur le fait que c'était la physique, on était à 10-5, c'est-à-dire qu'on avait des fluctuations de métriques, là, qui sont 10-1. 10-5, c'est de la physique très linéaire. On dit ça dans notre jargon. Alors, si c'est très linéaire à ce moment-là, ça n'est pas du tout très linéaire maintenant. Alors, je vais essayer de... Et c'est un problème de théorie. Alors, je vais essayer de vous montrer que, du coup, à cause de ça, on est confronté à un problème maintenant qui est l'analyse d'un système beaucoup plus complexe, même d'un point de vue théorique, que ne l'était celui du fond diffus cosmologique, et donc la nécessité de faire appel à des outils à la fois de théoriciens et des outils numériques pour essayer de capturer autant que possible cette nouvelle physique qu'on voudrait voir. Alors, je ne sais pas combien il me reste de temps, parce que je n'ai pas de chronomètre sous les yeux. 5 minutes. 5 minutes pour la physique non linéaire. 25 ans de recherche. Non, il n'y a pas de problème.
Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire cartographier l'univers? Ça veut dire compter des galaxies, refaire des catalogues comme ça veut dire aussi mesurer les antigravitationnels. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y aura d'autres conférences qui parleront de ça. Moi, je vais m'intéresser à cette physique non linéaire. Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord la physique linéaire? Eh bien, vous avez une étendue d'eau, vous faites tomber un objet, ça fait une onde qui se propage. C'est comme tout à l'heure dans le plasma, c'est la physique linéaire. C'est la réponse linéaire du système à une perturbation. Et la vitesse de propagation de l'onde vous dit quelque chose sur le milieu dans lequel il se propage. La vitesse du son. Vous savez que la vitesse du son dans l'air ou dans l'eau n'est pas la même, ça dépend des propriétés mécaniques, des propriétés élastiques du milieu dans lequel cette perturbation se propage. Donc ça, c'est de la physique linéaire. Alors, je trouve que j'ai des collaborateurs japonais, et au Japon, il y a une belle expérience. Alors, ce n'est pas de la cosmologie, ils ont des problèmes avec les grandes vagues au Japon. C'est pas marrant, mais... ils font des expériences dans des grands bassins, donc ils sont capables de générer des vagues dans des grands bassins. Donc voilà, alors vous allez voir, j'espère que ça va marcher. Oui. Petit film, voilà, c'est lancé. Je ne sais pas ce qu'ils disent, honnêtement. Donc ça c'est la physique, donc il y a des batteurs là, sur le bord, donc ça c'est la vague qui se propage, alors elle se propage de manière circulaire. Voilà. Ça c'est la physique linéaire quand elle se propage. Et il y a un moment où, vous devinez ce qui se passe, ça arrive au milieu, et il se passe des choses très non linéaires. C'est le couplage de modes, on dit dans notre jargon. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ces vagues qui arrivaient, à un moment, dépassent les propriétés, enfin, arrivent dans un régime non élastique. Donc, vont perturber trop la surface pour que la réponse linéaire soit encore soit la bonne description. Donc, il se passe des effets très compliqués de couplage de modes, et à la fin, il y a l'eau qui jaillit, c'est-à-dire que ça déferle. Eh bien, c'est un peu la même chose en cosmologie. Au début, ça commence par des vagues, telles qu'elles étaient vues dans le CMB, puis les objets se forment, et à un moment, ça fait des choses très non linéaires. Voilà une simulation. Donc au début, on peut dire, là, c'est des grandes vagues, ça se resserre très vite, ça fait ces structures filamentaires, et puis les objets, eux, c'est comme l'eau qui jaillissait. C'est toute la complexité de la physique non linéaire complètement développée. Alors, en tant que théoricien, dans la dynamique finale, les outils manquent, enfin, c'est quand même assez compliqué à décrire d'un point de vue analytique. Ça veut dire que c'est assez compliqué d'à partir d'une observation d'un objet comme ça, d'en déduire quelque chose sur aussi bien les conditions initiales que les lois de la gravité universelle. Est-ce que c'est Einstein qui a raison ou pas? Par contre, on peut imaginer que, et c'est un peu le pari d'une expérience comme Euclide, que dans les premiers moments, les premiers couplages de modes, donc cette accélération de l'instabilité gravitationnelle due au couplage de modes, est accessible au développement théorique et permet de contraindre justement, de différencier les différents modèles d'énergie noire, donc de modèles de gravité. Donc les perspectives, je pense que... Donc, alors je pose un nombre de questions qui vont être de plus en plus fondamentales, de plus en plus ouvertes. Donc, questions posées de manière immédiate, auxquelles on essaie de répondre par Euclide. Nature de l'énergie, c'est peut-être un grand mot d'ailleurs, c'est plutôt caractériser les propriétés phénoménologiques de l'énergie noire. Est-ce que c'est décrit par une équation d'état non triviale ou pas? Donc, est-ce qu'on s'écarte du comportement attendu pour une simple constante cosmologique ou pas? Est-ce qu'il faut faire voir un nouveau fluide, une nouvelle dynamique, une nouvelle gravité? Donc ça, c'est spécifiquement ce qu'on essaie ce que ce projet essaie de mettre en lumière. Après, un satellite comme Euclide dira peu de choses sur la matière noire, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que pour la cosmologie, le problème est un peu réglé, c'est-à-dire que c'est de la matière noire non relativiste. Et savoir si c'est couplé de manière ou d'une autre avec les protons ou les quarks ou je ne sais pas quoi, ça ne change rien à la manière dont elle se comporte en cosmologie.
Donc c'est en grande partie un problème de physicien des particules, sauf à la marge, en particulier pour les neutrinos. Donc on sait qu'ils sont massifs et on peut espérer avoir des contraintes cosmologiques sur leur masse. Ça sera peut-être leur masse absolue. Hein. On a des contraintes sur les différences de masse dans les expériences de laboratoire, mais pas sur les masses absolues. Il y a une autre question, auquel je n'ai pas du tout, là, je n'ai pas parlé, hein, qui est l'inflation. Alors, c'est un sujet en soi, mais j'ai appris qu'il y aurait un talk sur l'inflation. Donc là, c'est le joueur de harpe. Hein. Je n'ai rien dit sur le joueur de harpe. J'ai parlé de la harpe. Je n'ai pas dit qui était responsable de ces fluctuations métriques primordiales, et la question est largement ouverte. Euclide participera un petit peu, étendra un petit peu nos connaissances sur le spectre primordial des fluctuations, donc améliorera certaines choses, mais on ne s'attend pas non plus à une révolution. Et puis, de manière plus générale, donc je disais, les physiciens des particules, j'y faisais allusion, ils n'ont pas dans leur catalogue la matière noire, mais ils savent qu'ils n'ont pas toutes les pages de leur catalogue non plus. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, bon, ils ont fait un inventaire qui est lié à la physique des accélérateurs. En parallèle, il y a une théorie qui s'est construite, la théorie des modèles standards. Mais la théorie du modèle standard, contrairement à la relativité générale, hein, la théorie des modèles standards de physique des particules contient ses propres contradictions. Il existe, on peut se poser des questions dans la physique, dans le modèle standard de physique des particules qui n'ont pas de réponse. C'est-à-dire qu'en il y a des questions qui sont interdites de poser, ce qui est quand même embêtant. Bon, c'est bien délimité, hein, il y a beaucoup de questions pour lesquelles il y a une réponse parfaitement claire, mais c'est les problèmes des renormalisations, donc on sait qu'il faut introduire des corrections dites radiatives, donc le processus virtuel dans les calculs, les expériences de précision le montrent, avec des résultats absolument fantastiques, en particulier en QED. Hein, on est capable de prédire je ne sais plus combien de chiffres sur certaines observables. Mais ces mêmes calculs qui font appel à des processus virtuels aboutissent à des contributions de plus en plus larges et non contrôlées lorsqu'on l'applique au modèle de physique des particules complet, quand on va à des énergies assez grandes. Donc on peut imaginer des expériences à des énergies qui ne sont pas accessibles en laboratoire, pour lesquelles on ne sait pas faire le calcul. Donc il existe des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. C'est en cela que je dis que c'est une théorie qui contient ses propres contradictions. Si on prend la relativité générale toute seule, ce n'est pas le cas. Par contre, c'est le cas si on mélange relativité générale et théorie quantique des champs. Les deux ne se mélangent, ne se parlent pas, dans le sens où on peut, encore une fois, se poser des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Par exemple, l'évaporation d'un trou noir, disparition d'un trou noir. Peut-on former un trou noir avec le LHC et comment se comporterait le trou noir de ce LHC? C'est une question pour laquelle on n'a pas de réponse, dans le sens où il n'y a pas, c'est pas qu'on ne sait pas faire le calcul, c'est qu'on ne sait pas le poser. C'est un autre niveau. Hein. Je ne veux pas dire que c'est dangereux, le LHC, c'est pas ça. Je dis simplement, il y a des questions qui sortent du cadre, qu'on pourrait légitimement se poser et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et il faut faire appel à des constructions comme la théorie des cordes, qui est une théorie en construction. En fait, la théorie des cordes, c'est un peu bizarre, c'est que on tire la corde en quelque sorte. On part d'une espèce de phénoménologie de fluctuation d'une corde. Donc là, on change un peu la trame. Donc on dit que la trame de l'espace-temps, c'est plus un champ qui décrit des particules ponctuelles, c'est un champ qui décrit des cordes en mouvement. Et il y a certaines questions qui ont des réponses. Mais la théorie des cordes elle-même, elle n'est pas bien définie. C'est-à-dire qu'elle est définie de manière perturbative. Donc c'est une construction qui n'est pas figée. Donc peut-être que l'énergie noire dit quelque chose, parce que justement, quelle est la question que pose l'énergie noire? Elle pose la question du niveau absolu d'énergie dans l'univers. La plupart des processus physiques, si vous pensez thermodynamique, si vous pensez mécanique, c'est des différences d'énergie qui comptent. Ce qui fait je ne sais pas, un ascenseur, ce qui fait monter le truc, c'est la différence d'énergie potentielle entre le haut et le bas. C'est ça. Vous vous en moquez du niveau absolu d'énergie. Mais quand vous calculez une courbure, vous avez besoin du niveau absolu d'énergie. Et c'est ça qu'on ne sait pas calculer, en fait.
Il est littéralement, ce niveau d'énergie, il est littéralement infini dans la théorie quantique des champs. Donc, en cela, ça pose la question, et c'est là que je pose ma question la plus fondamentale, c'est-à-dire que c'est peut-être qu'on n'a pas bien compris ce que c'était que l'espace-temps, c'est-à-dire comment ça se calculait vraiment, et donc finalement, les descriptions en termes de théorie quantique des champs actuelle sont des approximations d'une théorie plus fondamentale qui reste à exprimer. Alors, voilà, ça veut dire que les théoriciens ont pas mal de choses à faire. Bon. Après, quelle stratégie pour progresser, à part de payer des théoriciens, c'est une bonne idée. On peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des collisionneurs, par exemple, côté physique des particules, qui permettraient de progresser? Par exemple, le problème de la matière noire, on ne sait pas bien par quel bout il va être résolu. Est-ce que ça va être des méthodes directes, des méthodes indirectes, détection de particules, création en collisionneur, c'est certainement pas clair. Et puis, est-ce que ça va être du côté de la cosmologie? Peut-être. La découverte de l'accélération de l'univers, c'était quelque part été inattendu. C'était une grande révolution conceptuelle qui a beaucoup changé la sociologie et la communauté, en tout cas, de théoriciens, de cosmologues, avec beaucoup de physiciens théoriciens de justement théorie des cordes qui se sont mis à faire de la cosmologie, à essayer d'intégrer dans leur vision du monde ces résultats de cosmologie observationnelle. Donc voilà, j'arrête là mon petit chemin. Merci de votre attention. Merci. Merci pour cette présentation très générale, très complète. Et oui, parce que général, tu pars de Galilée, et ensuite on arrive maintenant aux questions qui sont posées. Donc je passe la parole au merci beaucoup. C'était vraiment un très bon exposé. Puis alors, il m'a posé 3 fois plus de questions que je n'en avais avant de rentrer dans la salle. Bon. Il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre parce qu'il y a 3 phases là, dans ces questions d'expansion. Il y a la phase de l'inflation qui se passe entre 10-35 et 10-32 secondes après le Big Bang, donc quelque chose qui doit être très rapide. Et si jamais il n'y avait pas eu cette inflation, eh bien, nous serions tous faits d'uranium. Bon, peut-être même de transuranien. Bon, pourquoi? Parce qu'il y aurait une nucléosynthèse qui aurait été absolument formidable. Après ça, il y a une expansion générale, celle d'Hubble et des suivants. Bon, avec très bien mesurés par Planck à des 68,7 km par seconde et par mégaparsec, ce qui donne que 10-18 mètres par seconde et par mètre. Bon, donc quelque chose. Puis après ça, il y a cette fameuse accélération avec réaccélération avec permuteur, qui là encore n'est qu'une réaccélération de quelques 10-18 mètres, oui, par seconde et par mètre, et qui n'intervient que à 5 ou 7 milliards d'années-lumière, mais il n'y en a pas avant et il n'y en a pas tellement après. Oui, enfin. Après, on sait pas. Les données de Meudon m'ont dit qu'on voyait à 15 milliards, on voyait une décélération. Bon, mais enfin, c'est peut-être faux. Mais donc, je ne comprends pas bien entre cette inflation, cette expansion hubbleienne et cette réaccélération permutérienne. Je ne vois pas très bien le lien, qu'est-ce qui est intangible, ce qui ne l'est pas. Bon, merci. Alors, ce qui est bien compris, les phases de l'histoire de l'univers qui sont bien comprises, on va dire c'est entre la nucléosynthèse primordiale et essentiellement, on va dire Z égale 1, c'est pas tout à fait 0 pour exclure cette phase d'accélération, d'expansion accélérée récente. Donc toute cette phase-là, donc Hubble, donc accélération, expansion décélérée, il y a de multiples observations, de multiples phénomènes physiques qui confirment cette dynamique, en particulier le nucléosynthèse primordiale, dit quelque chose sur la constante de Hubble à ce moment-là. Donc, cette nucléosynthèse primordiale, c'est le gel de réaction nucléaire, et donc la vitesse de ce gel, la vitesse avec laquelle la température décroît, elle est parfaitement bien mesurée à travers les taux les quantités de noyaux formés. Donc, cette séquence-là est bien comprise.
Et c'est vrai que, comme je disais, les deux bouts, là, on ne sait pas s'ils sont liés entre eux. Alors, les gens, évidemment, donc, on évoque, on n'est pas sur des théories là, on évoque des phases d'expansion accélérée aux deux bouts. On a envie de les lier, mais il n'y a pas de théorie solide établie qui les lie. Il y a des gens qui essayent, c'est tentant. Donc, mais encore une fois, ce n'est pas incompatible avec les équations de la relativité générale. Donc, on n'a pas besoin de jeter Einstein pour expliquer ça. Par contre, il faut faire appel à des constructions de théorie quantique des champs qui sont non triviales. Mais, on va reparler avec nos collègues de physique des particules, ils ont découvert un champ qui s'appelle le champ de Higgs, donc une particule qui a justement la possibilité de générer une phase d'inflation. C'est-à-dire qu'on peut mettre ce champ dans une configuration telle que l'univers est en expansion accélérée. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres champs de particules qui ne sont pas du spin zéro. Bon. Donc, l'idée qu'un champ scalaire, en fait, l'origine de l'inflation primordiale de Alan Guth, c'était justement inspiré par le champ de Higgs, en disant, voilà, il y a ce chapeau mexicain, si on le met dans cet état-là, ça va faire une expansion accélérée. Entre-temps, on s'est rendu compte que le champ de Higgs n'allait pas marcher, pour des raisons. Alors, maintenant, les gens reviennent un peu dessus, mais l'idée était lancée, et l'idée était lancée avant la découverte du champ de Higgs. Alors, maintenant que le champ de Higgs est découvert, on devrait être rassuré sur le fait que ce n'est pas une idée aussi exotique que ça. En tout cas, elle est devenue moins exotique. Maintenant, mettre ce champ de Higgs dans la configuration que je dis, c'est pas un état, c'est pas l'état en tout cas proposé dans lequel il est maintenant dans les modèles de physique des particules. Donc, je passe. Ma réponse fait appel à des concepts de théorie quantique des champs. Mais, alors moi j'ai une question très basique à vous poser. Est-ce qu'avec la découverte du boson de Higgs, la fameuse particule de Dieu, est-ce qu'on a mis un terme à l'inventaire des particules fondamentales? Absolument pas. Absolument pas, malheureusement. C'est-à-dire que quand je disais modèle standard de physique des particules, j'incluais le boson de Higgs. Et il n'est pas complet à cause de ses corrections radiatives, des corrections de phénomènes virtuels. Et la découverte qui n'a pas été faite, que les gens espéraient, c'est la supersymétrie, qui aurait pu apporter, au moins sur de grandes échelles d'énergie, fermer cette théorie. Mais pas fermer, rendre la théorie consistante. Mais dans l'inventaire actuel, on sait que ça ne marche pas. Ce n'est pas pour ça qu'il y a d'autres particules. Simplement, il y a autre chose. Il y a d'autres phénomènes qui doivent apparaître à des énergies de l'ordre de quelques TeV. C'est-à-dire un peu plus énergétique que ce qui se passe au LHC. Donc on sait que la physique n'est pas complète. Merci pour votre exposé. Moi j'ai une question un peu plus rapide en tout cas. Vous avez parlé d'expansion accélérée et en même temps vous avez montré dans votre camembert le bleu de la matière noire qui s'étend. Est-ce que ceci est réversible? Théoriquement, moi. C'est le bleu d'énergie noire qui s'étend. Réversible. Si c'est une constante cosmologique, non. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que c'est pour que ce soit réversible. Si c'est un phénomène transitoire, oui. Si c'est, par exemple, l'inflation, un des problèmes pour construire des modèles d'inflation, c'est de trouver justement un mécanisme qui la termine. Donc il faut à un moment sortir de cette phase d'inflation. Si c'est une constante cosmologique, on n'en sort pas. Donc l'expansion accélérée se poursuit. On peut épiloguer sur l'avenir du monde dans cette configuration-là, mais ça veut dire que notre univers observable, de fait, donc, en fait, plutôt d'être en expansion accélérée, à la limite, notre univers décroît. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de choses dans notre univers observable. Il y a des tas de choses qui sortent de notre horizon. Et c'est une dilution exponentielle de la matière dans l'univers.
Il y a une question qu'on m'a posée un jour, c'était pourquoi dit-on que l'énergie noire est une énergie négative dans la mesure où justement elle repousse les parois d'une certaine façon, de la même manière que la pression de rayonnement repousse les limites du Soleil s'il n'y a pas la gravitation qui contrebalance. Et là, dans ce cas-là, on ne parle pas d'énergie négative. On parle jamais d'énergie négative, on parle de pression. L'énergie est toujours positive dans ces modèles-là. Alors c'est vrai que c'est pas très facile à comprendre. C'est pas très facile à comprendre parce qu'il faut comprendre comment l'équation d'Einstein, là, quand elle relie T mu nu à R mu nu. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Einstein avait quand même mis du temps à trouver cette fameuse relation. C'est-à-dire qu'il a tâtonné pour trouver quelle était la relation entre la géométrie et le T mu nu. Et donc, oui, pour revenir à ça, donc en termes de sources, qu'est-ce qui crée des fluctuations qu'est-ce qui fait des trous, qu'est-ce qui crée de l'expansion, qu'est-ce qui attire c'est la densité d'énergie, mais c'est aussi des objets en mouvement. Donc si vous avez un objet en mouvement, il attire plus que s'il est au repos. On regarde le T mu nu là. Alors, on parle d'une pression négative parce qu'on veut, en fait, c'est une configuration telle que ça contrebalance la densité d'énergie du champ. Donc, honnêtement, c'est pas facile de comprendre. L'image qu'on peut en faire, c'est plutôt parler de pression négative, ce qui n'a pas de sens, parler de tension. Donc, un objet pour lequel il y a une pression négative, mais unidimensionnelle, c'est un élastique. Prenez un élastique, tirez dessus, il a une tension. Parce qu'il a une tension, il a une énergie potentielle. Et c'est cette énergie-là qui crée l'expansion. Donc c'est une énergie potentielle qui est stockée dans l'élastique, qui est une énergie donc, qui dans la phénoménologie crée une pression négative, mais qui est une énergie qui est stockée, donc potentielle, qui crée le... Jean-Michel. Ah, tu as posé la question. Oui. Bonsoir. Oui. Vous n'avez pas évoqué la finitude ou non de l'univers, ni sa forme. Est-ce que Planck a apporté des informations de ce côté-là, ou est-ce que Euclide risque de nous donner plus d'informations? Merci. Alors, Planck, les gens ont cherché à voir s'il y avait... Donc, effectivement, alors, pour remettre pour formuler la question, les équations d'Einstein ne disent pas quelle est la topologie générale de l'espace-temps. C'est qu'on peut avoir localement la même contenu en matière, la même physique, puis avoir des conditions au bord, des conditions périodiques très très différentes. Donc les gens ont cherché, en particulier dans Planck, accédant aux plus grandes échelles observables, avait une possibilité de voir des effets de topologie non triviales. Donc rien n'a été observé. Je pense qu'il y a encore des études en cours, mais je crois que les meilleures chances sont passées. Euclide ne dira rien de plus, puisque l'univers, disons la taille de l'univers comobile observé par Euclide est beaucoup plus petit en fait que celle de Planck. Okay. Il observera des échelles finalement moins grandes. Donc non, on n'aura pas de nouveaux éléments là-dessus. C'est une question qui échappe à nos investigations. C'est-à-dire que c'est une question qui va au-delà, qui pose une question qui est au-delà de l'univers observable, et donc on ne sait pas. C'est la topologie, localement, c'est un univers en plat, donc si on ne dit rien par ailleurs, c'est infini. Mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des conditions périodiques qui soient finalement finies, dans un grand cube. Donc, dès lors que ce cube est beaucoup... Moi, je suis même... Quand les gens font la théorie des cordes, sur les 11 dimensions qu'ils manipulent, il y en a 6 qui sont finies, qui se bouclent, qui bouclent les unes sur les autres, qui sont des conditions périodiques. Pourquoi les 4 qui restent auraient un comportement différent de ce point de vue-là? Il n'y a pas de raison non plus. Donc,
La question est largement ouverte, mais dépasse aussi largement des questionnements, en tout cas de cosmologie observationnelle. Oui, je voudrais savoir, vous avez parlé de Euclide analysant l'univers local. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez exactement par local, premièrement? Deuxièmement, à quelle longueur d'onde vous allez regarder? Et troisièmement, en quoi il résoudra la question? Alors local, enfin, dans mon langage, c'est redshift inférieur à 1, hein, donc c'est quand même grand, hein, mais quelques millions de mégaparsecs. Donc c'est pour, quand je disais local, c'était pour faire le contraste par rapport à Planck qui justement regardait l'univers beaucoup plus lointain. Donc c'est l'univers dans lequel il y a des étoiles et des galaxies. Hein, donc ce que Euclide va mesurer, va faire, hein, c'est d'abord des images dans le visible et dans l'infrarouge. Hein, donc c'est des caméras CCD presque standards. Donc il va faire des photographies et des spectres dans le visible, visible et l'infrarouge. Et donc la méthode d'investigation, c'est de faire ces grands relevés, hein, donc des cartographies, pour essayer de comprendre les propriétés de cette structure à grande échelle de l'univers, à travers les traceurs, donc à travers les galaxies. Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence, très haut niveau, difficile à suivre. Je me permettrai de vous poser la question suivante. Au risque de choquer peut-être, j'oserais dire que les sciences ne sont pas universelles au sens propre du terme, puisqu'elles sont la résultante, l'émanation, par l'intermédiaire du vocabulaire humain, précisément de l'analyse de la pensée, la réflexion et des constats de l'homme. Donc c'est purement humain. Ne pensez-vous pas donc que s'il y avait d'autres formes d'investigation, de réflexion, d'autres puissances et d'autres formes de conception, l'univers ne risquerait-il pas d'apparaître sous d'autres formes? C'est une question autant philosophique que physique. C'est difficile de dire non avec grande autorité, mais je voudrais quand même dire que oui, la construction scientifique est une construction humaine et est exprimée par son langage. Maintenant, je voudrais quand même dire que ça va au-delà de simple langage. Je veux dire, quand Einstein écrit son article sur la relativité générale, on n'apprend plus la relativité générale dans le texte Einstein, on apprend la relativité générale parce que, et on l'apprend avec des notations qui n'ont plus les mêmes, mais on apprend finalement une description, donc une représentation du monde qui a fait ses preuves dans le sens où elle est capable de décrire un certain nombre de phénomènes. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on a trouvé quelque chose qui dépasse en grande partie les contingences dans lesquelles cette chose-là est émergée. Ce n'est pas vrai pour tout ce qu'on peut faire en physique. L'importance que je donne à l'énergie noire est peut-être un effet de mode et un effet plus sociologique. Mais il n'empêche que pour parler d'autre chose, parler de la mécanique quantique, pouvoir expliquer les niveaux d'excitation de l'atome d'hydrogène à partir de l'équation de Schrödinger, c'est une découverte qui dépasse les auteurs de cette découverte et la communauté qui l'a faite. Et ça sera vrai, autant qu'on puisse en juger, partout dans l'univers. C'est-à-dire que partout dans l'univers, on le sait, les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont les mêmes. Donc partout dans l'univers, on pourra les expliquer par la même théorie. On l'écrira, on n'appellera pas Schrödinger, bien sûr, mais avec des notations qui seront peut-être méconnaissables si on devait les voir, mais ça sera quand même le même schéma explicatif, quand bien même ce serait une théorie approchée.
Si Einstein n'avait pas découvert la relativité générale, les théoriciens des cordes des années 70-80 l'auraient découvert. On ne l'appellerait pas relativité générale, on l'appellerait autre chose, mais on aurait trouvé la même structure. Elle sort naturellement d'une réflexion sur théorie des champs, spin 2, enfin, c'est pas voilà. Alors après, il y a des questions, donc je ne sais plus jusqu'où je voulais aller dans ma réflexion là, mais donc oui et non. C'est-à-dire que oui, il y a probablement des questions qui sont des questions de point de vue, qui ont de l'importance que par notre point de vue, mais il y a, je pense, des constructions auxquelles la science du XXe siècle a réalisé qui perdureront indépendamment de qui les portera dans l'avenir ou qui les porte dans d'autres lieux. Mais c'est vrai que la question, elle est très métaphysique, parce qu'on peut toujours se poser la question de savoir si notre point de vue n'est pas complètement construit, parce qu'on a le cerveau qu'on a. Et je dis ça parce qu'il y a un numéro de Philosophie Magazine, pas celui de ce mois-ci, mais celui du mois précédent, où il y a tout un article qui pose la question, sommes-nous dans une simulation? Ça va t'intéresser. C'est-à-dire, la question se pose de savoir si l'univers, la Terre, etc., n'est pas dans un méga système qui nous dépasse complètement, et nous serions nous-mêmes les jouets d'une simulation, d'un ordinateur puissant, d'autres créatures que l'on ne voit pas, etc. La question, c'est un article de 5-6 pages extrêmement intéressant. Il y a un livre que j'aime bien, qui explore ces chemins pas de traverse, mais ces réflexions-là, qui est le livre de Dutch, j'ai plus son prénom, David, je sais plus, qui s'appelle The Fabric of Physics, je crois. Je ne sais plus le titre en français. Donc, c'est une réflexion d'abord sur la mécanique quantique. Donc, il se pose la question de la nature du réel à travers le prisme de la mécanique quantique, et lui-même étant à l'origine d'algorithmes d'ordinateurs quantiques. Et donc, il se pose la question, en effet, de qu'est-ce que la réalité dans ce bouquin. Oui, et il se pose la question du monde des mondes virtuels. Qu'est-ce qui différencie un monde, enfin une simulation d'un monde réel? Comment, voilà. Donc, on peut facilement tomber dans le nihilisme. Oui, c'est pas très opérationnel en plus. C'est pas très opérationnel en plus. Non, on ne peut pas travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir une démarche nihiliste qui consiste à dire tout ce que je vois, c'est une impression et ça n'existe pas. Une fois qu'on a dit ça, ben oui, bon, qu'est-ce qu'on fait après? Mais ça ne permet pas d'envoyer une fusée sur la Lune, quoi. Alors que la mécanique newtonienne a permis d'envoyer une fusée sur la Lune. Enfin, ça n'empêche pas non plus, hein, même si c'est une illusion, on le fait. Ah oui. C'est ça qui est extraordinaire. Écoutez, moi je propose une dernière question. Alors là, j'ai le choix. Qu'est-ce que je fais? Bon, au hasard, monsieur, vous avez une question à poser? Non. Bon. Oui, bonjour. Moi, c'est une petite question par rapport à l'expansion. Parce que si on part du principe qu'il y a eu le Big Bang et que tout est parti dans tous les sens, donc normalement l'univers, on pourrait estimer qu'il est plus ou moins un peu de forme sphérique. Avec la formation de l'univers, on doit se trouver dans un coin quelque part de la sphère. Et ce qui m'étonne, c'est que quand on regarde l'expansion de l'univers, on voit que partout où on regarde, on voit que tout s'en va de nous. Et je pense que quand on regarde le fond diffus de l'univers, on devrait quand même voir un endroit où le fond diffus est plus proche que nous, puisqu'on se trouve d'un côté de la sphère et que l'autre fond diffus se trouve de l'autre côté opposé de la sphère. Donc est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus pour voir un peu si ce fond diffus il était... Je vais vous demander, c'est quoi le coin de la sphère? Je prends une sphère, il est où le coin? Non, disons, on est dans le bord d'une sphère, je suppose, parce qu'on est parti vers l'extérieur. Et donc, normalement, le fond diffus qu'on voit partout... Non, on est quelque part, la sphère, il n'y a pas de bord, il y a une sphère. On est quelque part sur cette sphère. Tout s'écarte de nous. Quand on regarde le fond diffus cosmologique, on s'éloigne, en même temps on va dans le passé, c'est cône de lumière, donc on s'arrête à un certain... Donc, partez du pôle, vous allez à une certaine distance, ça vous fait un cercle, une calotte, hein. Ça c'est l'univers observable,
que des observations disent, c'est que la sphère est tellement grande qu'en fait, localement, c'est comme si c'était plat. Mais il n'y a pas de bord. En tout cas, il n'y a pas de bord dans l'univers visible. Dans l'univers observable, il n'y a pas le moindre trace d'un bord dans quelque direction qu'on regarde. Moi, j'ajoute, mais je crois que ta réponse est juste. Simplement que les problèmes topologiques sont très difficiles à représenter, représenter. Ouais, c'est ça le problème du langage qui ne colle pas à la représentation mathématique. Et puis passer de 3D à 2D, c'est toujours difficile aussi. C'est Feynman, c'est Feynman qui disait, je crois, le problème de la physique théorique, enfin, la physique du XXe siècle, c'est on ne peut en apprécier les beautés qu'à travers un arsenal mathématique élaboré. Eh bien, merci Francis pour cette conférence.